Ça, c'est vraiment la mission de prestige dont rêve tout membre des forces spéciales. Tu es plus chasseur que chassé. En fait, moi, ce que j'aime, c'est le pugilat, quoi. C'est le sport originel. Les Brésiliens que tu affrontes, c'est des mecs des favelles, ils ont vu plus de morts que moi. Hein. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir le seul homme qu'on n'a pas vu sans barbe depuis Hagrid et Chabal. En 4 ans, dans l'organisation reine du MMA, il s'est déjà rapproché du top 10 et est devenu l'emblème des fans de l'Hexagone. Son chien porte le nom d'un avion français et lui, eh bien son blaze est tellement parfait pour son marketing qu'on se demande encore comment il a triché à la préfecture. Fan de Rammstein, ce qui n'est jamais un bon signe pour la santé mentale ou le niveau d'agressivité d'un bonhomme, il ne s'est pas formé aux arts martiaux au fitness park de Joinville comme ton pote, mais au sein des forces spéciales françaises. Voilà, ça calme tout de suite. Il sort tout juste de son 10e combat UFC gagné haut la main. Mesdames et messieurs, Benoît Saint-Denis est dans hors terrain. Tu viens tout juste de deuxième fois papa, Benoît. Oui, exactement. J'ai mon fils qui est né un peu plus d'un mois avant l'UFC Paris. Et donc j'ai pu profiter de lui 3 jours avant de m'envoler direction la capitale pour pouvoir me préparer au mieux avec Nicolas Haute et tout le staff sportif. Et puis rendre fier et heureux ma famille en leur donnant la meilleure prestation possible. Et aujourd'hui, je retrouve les joies de la nuit, des nuitées avec 2 enfants, notamment le deuxième arrivant. Et ouais, c'est au moins aussi dur que la préparation. Ouais, c'est costaud. Tu fais les nuits ou pas? Là, je l'ai fait en ce moment, ouais, je l'ai fait. Mais bien entendu, je dirais que ma femme a le courage de faire 80% des tâches. Quand tu sais que ta femme fait autant de sacrifices alors que tu sais maintenant ce que c'est d'avoir 2 enfants, que tu sais que tu vois pas ton propre enfant pour te préparer pour le combat, est-ce que ça te donne plus de motive que si jamais tu n'avais pas d'enfant et que tu combattais plus pour toi, quoi? Oui, bah, quelque part c'est une pression et la pression on peut l'avoir de multiples façons possibles. La pression c'est un privilège parce que si tu as le privilège d'avoir de la pression pour un événement, pour un combat, c'est qu'il y a des choses qui jouent autour de ce combat. Clairement le bonheur de ma famille, la fierté de ma femme, ça fait partie des choses qui sont les plus importantes pour moi. Et à chaque fois, c'est un bonheur de pouvoir leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné en étant la meilleure version de moi-même dans l'octogone. Tu es né à Nîmes en 95, dans une fratrie de 5 garçons. C'est dur pour les darons, ça. Ouais, je pense que ma mère a voulu avoir une fille jusqu'au bout, mais elle s'est arrêtée au 5e. Ah bah tu m'étonnes. T'as grandi dans quel genre de famille? Je sais que du coup, il y avait ton grand-père qui était lieutenant-colonel, ton père qui était colonel ou lieutenant dans l'armée. Alors mon père, à cette époque-là, il a fait Saint-Cyr et Ouais. il a été officier au sein de la Légion étrangère. Ok. Et oui, du coup, du côté militaire de la famille, oui, c'était du côté de ma mère. De mon père, on a eu pas mal de militaires aussi, notamment chez l'arrière-grand-père, etc., etc. Ça, c'est un des métiers de famille. Ouais. C'était famille plutôt stricte d'un point de vue civil. Ouais. Militaire est un peu associé Bien à sûr, rigueur. surtout en plus légionnaire. Mais non, j'ai grandi vraiment dans une famille. Alors oui, il y avait une certaine rigueur, mais globalement, on avait quand même beaucoup de liberté. Hein. Ouais, on a quand même bien pu s'amuser et il y avait de la rigueur à la maison, mais globalement, on ne s'est jamais senti, tenu en laisse, quoi. Il y a des militaires dans les frangins là ou pas? Alors, il y a un pompier de Paris, Ok. il y a un médecin, il y a un kiné et le dernier, il se cherche encore, il a le temps de se trouver. Est-ce que tu as eu le rôle un peu du deuxième daron ou pas? Je l'ai eu des fois parce que mon père, il était donc militaire au sein de la Légion étrangère, donc il a été régulièrement en mission, notamment l'ex-Yougoslavie et l'Afghanistan. Il y avait des fois des mandats jusqu'à 6 mois. Le plus long qu'il ait fait, je pense que quand j'étais petit, c'était 6 mois, parce que mon père il me faisait comprendre que voilà, il fallait être sage et guider sa fratrie quand il partait. Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et je pense faire confiance aux gamins et leur donner des responsabilités. Jeunes, ça les marque et ça leur donne profondément confiance en eux. C'est un truc que j'encourage tous les parents à faire. Quand le daron il revient d'ex-Yougoslavie, ouais, tu as envie que la maison soit rangée, que ça soit bien passé à la maison. Pas Clairement. forcément rangé, mais que t'aies pas fait de conneries Ouais. et que les résultats scolaires y suivent, Ouais, on va ouais. dire, et qu'il n'y ait pas des bras ou des jambes cassées chez les frangins ou chez toi. Il y avait le côté bagarreur entre les garçons, du coup, entre tous les frères ou Un pas? petit peu, il y avait un petit peu ce côté bagarreur.
Après, il y avait aussi le côté bagarreur, nous contre les autres. T'as pas envie d'avoir les frères Samedi dans ta classe. Là, ça, il y avait aussi un petit peu, mais non, globalement, ça chamaillait pas mal. Mais on s'est pas mal couru après pour différentes raisons, mais dans l'ensemble, ça allait, comme toutes les fratries. Est-ce que tu avais ce côté où tu défendais physiquement tes frères à l'école, au collège? Oui, ça, je l'ai eu beaucoup. Ça, je pense que je l'ai eu beaucoup. Je me suis déjà battu pour mes frères plusieurs fois. Ça s'est toujours plutôt bien passé. Je pense que c'était des prémices. Le pire, c'est que tu rigoles d'ailleurs, Benoît. Moi, ça me fait peur sur l'image de la gueule du type en face. Non, mais à l'époque, le seul truc que je pratiquais, c'était le judo. Donc, oui, donc tu n'allais pas chercher la merde. C'était vraiment, si jamais on vient te chercher, tu réponds. Ouais, exactement. Ok. Tu es porté par des valeurs, par des codes qui sont liés aussi au métier que tu as fait avant d'être combattant. On en reparlera. Tu avais ce truc-là déjà à l'époque de droiture et inculqué par ton grand-père et ton père? Ouais, bah, j'ai grandi dans l'ensemble dans des valeurs qui sont, comme tu le dis, le fait d'être discipliné, rigoureux, l'amour du travail bien fait. Moi, j'ai grandi avec une éducation catholique avec laquelle j'étais en adhésion, en adéquation, parce que... Dès le plus jeune âge? Ouais, assez tôt, parce que moi, je l'ai vécu aussi par des choses qui, des fois, peuvent manquer un peu à l'Église moderne, et que j'encourage les jeunes à vivre, c'est des choses comme le scoutisme. Là, tu vis ta foi avec des jeunes, c'est beaucoup plus dynamique que... même si aller à la messe le dimanche, c'est quelque chose qui est important, et qui ancre une tradition et des repères, on va dire, chaque semaine à un jeune, mais c'est pas un truc qui lui donne de l'engouement pour la foi, lui fait se poser des questions, des réflexions sur une communauté, comme peut le faire des mouvements comme le scoutisme, où là, tu le vois par autre chose, quoi. Et là, ça, c'est sûr que c'est un truc que j'ai très très bien vécu et qui m'a aussi guidé dans le futur, quoi. Tu as beaucoup bougé étant jeune, parce que tu suivais du coup ton père, tu as fait plusieurs villes. Ça, est-ce que c'est un truc qui était chiant étant petit, de se refaire des potes, retrouver un nouveau collège, retrouver une nouvelle école? C'est un truc qui t'avait un peu marqué étant petit ou pas? Alors pas petit, pas jusqu'à, on va dire, l'adolescence. Parce que jusqu'à l'adolescence, peu importe où tu vas, les codes des enfants, ils sont un peu les mêmes partout. En troisième, je suis revenu en France. J'ai fait 3 ans en Allemagne, parce que mon père avait été muté dans un régiment franco-allemand à l'époque. Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche sehr gut Deutsch. Ah ouais, d'accord, ok. Il est là. J'ai été 3 ans à l'école en Allemagne. Du coup, j'ai forcément appris l'allemand. Et c'était un plaisir de voilà, découvrir une nouvelle culture. Et quand je suis revenu en France, il y avait un décalage entre eux. Parce que comme c'est là où je suis passé vraiment d'enfant à ado, c'était mes premières années de collège, l'Allemagne. Quand je suis revenu au collège pour la 3e en France, il y avait un gap culturel. Est-ce que, du coup, là, juste sur l'école, est-ce que tu étais le gars au fond de la classe à côté du radiateur? Ou est-ce que tu étais le gars qui participait est-ce que tu t'intéressais? Bah moi, j'étais vraiment typiquement celui qui était très sélectif. C'est-à-dire que le cours d'histoire, je pouvais être dans les premiers rangs et être très participatif. Tant les cours de techno, j'étais au fond, côté radiateur. Ça dépendait de la matière. Ok. Dernière question sur le collège. Normalement, on a un premier amour au collège, Benoît. Est-ce que tu as eu ton premier amour au collège? Non. T'as pas eu Mon seul et unique amour, c'est ma femme Laura, que je remercie C'est vrai? tous les jours que Dieu fait, ouais, pour l'abnégation qu'elle a à me supporter au quotidien et puis à supporter cette carrière qui est très particulière. Tu l'as rencontrée à quel âge, ta femme? Ma femme, je l'ai rencontrée quand je venais de quitter l'armée, un petit peu après avoir quitté l'armée, donc je l'ai rencontrée vers 23-24 ans. Ok. Ah, mais toi, tu as fait militaire, on en reparlera, c'est compliqué pour les relations quand tu es militaire. Le régiment dans lequel j'ai servi, c'est le régiment avec le plus fort pourcentage de divorces en France, donc c'est pas le... D'où tu as cette stat? Bah, c'est pas le régiment le plus adapté à la vie de famille, je dirais. Du coup, là, tu fais un bac S à Lille, c'est ça? Oui. Tu passes ton bac et là, tu es dans la rue, tu vois une pub sur l'armée, tu te dis, vas-y, on y va. Non, je le savais depuis que j'ai 14-15 ans, je veux faire les forces spéciales. C'était uniquement les forces spéciales? Oui, parce que je les ai identifiés comme étant un petit groupe très fraternel qui représentait pour moi l'élite des guerriers français. Et moi, j'ai été bercé par
Lancelot, la quête du Graal, par des lectures voilà, qui portaient des valeurs fortes, les valeurs liées un peu à la chevalerie, on va dire, de défendre le plus faible. Et par contre, j'aime l'abnégation, j'aime l'engagement total. Voilà, j'aime vraiment la difficulté, la dureté. Et ça, je l'ai toujours eu en moi. Est-ce qu'il y a des trucs un peu de... On voit trop sur les chaînes les modes de recrutement. C'est-à-dire qu'ils réveillent les gens à 3 h du matin, ils les mettent des sacs de 30 kilos, ils vont dans un lac. Alors oui, ça, il y a pas mal, mais ça, c'est tout particulièrement à une étape. C'est pas une fonction commando. Okay. Commando, c'est quand tu réussis à faire un stage commando qui valide en fait cette aptitude-là. Ces stages-là dans lesquels vont être testés la capacité, notamment à être lucide sous grande fatigue. Ça, il y a la parentalité. Ouais, ça, la parentalité, ça peut aider. Mais je dirais que c'est la jeunesse qui aide bien quand même aussi. Hein. Plus on est jeune, plus on est apte à faire ces conneries. Ça, c'était pas très difficile pour toi? Ça, c'est un truc où je performais assez bien. Ouais. Le stage commando, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. C'est un challenge que c'est toi qui acceptes d'aller chercher ce challenge. Oui. Et en plus, je pense que c'est le genre de challenge qu'il ne faut pas subir. Si tu pars en le subissant, si tu as une mentalité dans laquelle tu pars et que tu subis les choses au lieu de les vivre, ça ne va pas marcher. Il faut avoir envie de performer, il faut avoir envie d'aider les autres, il faut avoir envie d'être une force, un engrenage qui fait fonctionner le truc. Et je pense que c'est là que en fait, tu le prends différemment que juste en mode il me fout dans l'eau froide à 3 h du mat, c'est pas rigolo. En réalité, c'est pas rigolo, mais il faut comprendre le contexte, pourquoi tu le fais, etc. Et ça devient une source de motivation. Ça donne envie de signer un peu. Comprendre. Ça donne envie de faire un truc. Tu veux me recruter pour devenir recruteur non, mais ça donne envie de le côté genre dépassement de soi où tu es dans la vie. Bah, toi, tu n'as pas une vie normale, mais dans la vie des gens normaux, tu as ce côté-là où les gens cherchent à avoir ce dépassement, cette adrénaline. C'est pour ça que les gens ils vont faire du trail, des stages de survie, des machins, pour dépasser ce truc-là et voir que nous-mêmes, on a la volonté d'y aller et on y arrive. Et dans cette quête de sens, dans un monde très capitaliste, du coup, les gens essayent d'avoir ce genre de choses. Mais d'ailleurs, tu as vu moi je trouve qu'il y a des disciplines, comme tu dis, qui sont dures, qui amènent un peu les gens à se combattre eux-mêmes, qui du coup ont explosé. Le crossfit, l'aerox. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que tu es allé, sur quel front tu es allé, parce que tu as fait beaucoup d'Afrique subsaharienne. Ces 5 années-là, comment elles se composent? C'était l'époque Serval et Barkhane, donc les opérations de contre-terrorisme qui ont été effectuées beaucoup au Mali et sur l'ensemble de la bande subsaharienne. Mais est-ce que tu te sens là où tu dois être? Oui, parce que tu as une utilité. Là, c'est vraiment l'aventure et puis surtout, c'est un métier. Moins tu utilises, mieux c'est-à-dire mieux l'état du monde ou en tout cas l'état géopolitique français est bon. Il y avait pas mal d'otages à cette époque-là. Tu as fait de la libération d'otages? Moi, personnellement, non. Ça, c'est vraiment la mission de prestige dont rêve tout membre des forces spéciales. C'est presque la mission pour laquelle tu t'engages. Hein. La libération d'otages, c'est vraiment le moment où tu mets vraiment ta vie en danger. Nous, on parle beaucoup de PDV, c'est précision, distance, vitesse. Donc, on va te demander d'effectuer des tirs qui vont faire que tu vas te mettre en risque. Parce que tu veux tellement être précis et pas louper la tête, on va dire, du bad guy et pas toucher celle de l'otage, que tu vas te mettre dans des situations de risque. La première fois que tu te retrouves, du coup, tu fais ta formation, la première fois que tu te trouves vraiment sur le terrain, est-ce que tu as peur? Non, c'est pas de la peur parce que tu t'es préparé à ça, tu sais là où tu vas. Et puis, à partir du moment où tu te fais tirer dessus, tu as un mixte, comme dans le combat, tu as un mix d'adrénaline et d'entraînement qui vont faire leur apparition. Et tu es en pilote auto? Tu n'es pas en pilote auto, mais presque. Donc, tu n'as pas le temps vraiment d'avoir peur. Tu vis le moment. Est-ce que tu as déjà eu peur, Benoît? Alors, si, moi, la plus grosse peur que j'ai, c'est la peur de mal faire. La peur de décevoir. C'est vrai? On va dire, j'ai été bien plus malheureux de décevoir dans ma carrière en étant combattant de MMA que j'ai pu l'être au sein des forces spéciales. La déception que tu crées lorsque tu perds sportivement devant des spectateurs, devant ta famille, parce que tu te mets aussi c'est une grosse prise de risque aussi. Mais tu sais que tu peux pas perdre ta vie au sein d'une cage, à moins qu'il y ait... Ça peut arriver évidemment, et je touche du bois que ça arrive le moins possible dans ce sport. Mais versus quand tu es en mission avec des bad guys.
Mais comme là, tu as peur pour toi. Enfin, là, je parle de ta vie, de la vie ou la mort. Là, tu as peur parce que tu as peur de décevoir justement ta femme qui t'aide à fond, tes supporters, ton entourage. Mais quand tu es en mission, là, Mais comme je dis, ça va tellement vite que et que tu fais un peu, pas inconsciemment, mais que t'as un peu ce pilote auto. Tu es inhibé. T'es inhibé. Après, tu as la peur, si tu as la peur et tu as beaucoup d'émotions lorsque tu as des blessés. Lorsque tu as des blessés chez toi, même si l'action se passe bien, par exemple, que tu as des blessés, tu as peur de l'après pour lui. Mais nous, c'est pas 14-18 ou c'est pas la Seconde Guerre mondiale. Tu n'es pas sur une ligne de front où tu perds des mecs en permanence. Tu es plus chasseur que chassé. Ça s'est un peu changé pour ceux qui ont fait, pour les étrangers qui sont partis en Ukraine ou pour des conflits comme l'Irak. C'est plus compliqué parce que là, tu n'es pas que le chasseur, tu es aussi chassé. Quand tu es sur une libération d'otages et tout, tu sais pourquoi tu y vas. Quelque part, tu as l'ascendant parce que c'est toi qui mènes l'offensive. C'est un autre truc, par contre, qui peut être très marquant. Ça existe aussi dans la vie des sportifs. On parle de la petite mort de l'après-carrière. Mais dans l'armée, ça peut être marquant. C'est de voir des choses, notamment des blessés, par exemple. Moi, j'ai un très bon copain dans mon groupe qui a été blessé environ 1 an après que je sois parti. Il a perdu ses 2 jambes. La peur du choc post-traumatique, la peur de perdre un copain parce que... alors lui c'est vraiment un gars avec une abnégation et une foi et une force mentale incroyable parce que lui, il a relevé ce défi avec brio. Et aujourd'hui, c'est un homme que moi, je vois comme épanoui et heureux. Mais il y en a d'autres qui ont des blessures psychologiques et que tu vois disparaître. Mais je pense que la même chose, c'est un peu comme un burn-out du travail ou mais qui peut être un peu plus sévère parce on le voit beaucoup chez les soldats, même chez les urgentistes, chez les gens qui ont vu des choses et qui à un moment donné accumulent, parlent pas et il y a l'après. Ça peut être compliqué. Toi, tu as parlé, tu as expié un peu ce que tu avais vu au combat ou pendant tes 4 années ou tes 3 années et demie sur le terrain. Tu as sorti un peu les mots pour que ça reste pas. C'est pas sortir les mots, je pense que tout le monde le vit différemment. Okay. Mais je pense que si tu as besoin d'en parler, moi j'ai dû en parler avec des copains proches dans le groupe, etc. Mais tout le monde est différent à ça, tout le monde ne prend pas les événements de la même manière. Toi, tu n'avais pas besoin de sortir certaines choses? Pas particulièrement. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que tu arrives à prendre du recul sur tout. À force, avec l'expérience, avec beaucoup de... maintenant, je commence à avoir du vécu aussi. Je pense à un des moments où j'ai été le plus dans le dur, ça a été après le combat contre Moïcano. Hein. Je connaissais les raisons de ma contre-performance contre Poirier, mais contre Moïcano, je m'en suis rendu compte ultra rapidement, mais je me suis dit comment j'ai pu manquer d'humilité comme ça et comment j'ai... Parce que je fais... je crois que c'est le seul moment où là, vraiment, je fais une contre-performance. Parce que contre Poirier, j'avais des raisons de la faire. Là, je n'en avais aucune. Et je me suis mis dans cette situation pour faire la pire performance de ma vie. Mon manque d'humilité fait que j'ai déçu à ce point-là et ça a été dur. Après Moïcano, ça a été dur. Ce qui est marrant, c'est que très rapidement, tu parles de ça dans les interviews. Tu parles très vite de « je suis tout jeune dans le sport de haut niveau ». Tout de suite, tu essaies de te ramener une certaine humilité parce que là, tu viens de me le dire, que tu as l'impression que tu as fait manque de ça. Et très vite, et c'est très touchant, c'est ta réaction dans la cage encore, quand il te passe le micro. Premier truc que tu dis, c'est « t'es désolé ». Ouais, parce que j'aurais pu faire et j'aurais dû faire tellement mieux, notamment sur ce combat-là. Et c'est un peu un chemin de croix pour remettre la marche avant dans les sports de combat. Parce que tu sais, il faut vendre les combats, donc il y a beaucoup de temps qui se passe entre chaque combat et avant que tu puisses refaire tes preuves. Puis l'UFC Paris, c'est l'année prochaine. C'est pas comme quand tu es footballeur, tu peux. Ok, là, ça fait 2-3 matchs, ça se passe pas bien. Puis les 2-3 d'après, ça se passe de mieux en mieux. Et en fait, 2 mois après, c'est bon. Tu es sur ton chemin de fer et tu déroules. Sur l'armée, tu l'as dit, je le ressens de façon, tu dis que ça a été un bon moment de ta vie. Est-ce que tu sais qu'il y a une fin quand tu commences? Sur les 3 ans et demi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, j'ai beaucoup aimé le côté aventure. Maintenant, au niveau de l'état d'esprit, je sentais que l'état d'esprit, il était bon, mais je me suis plus retrouvé dans les sports de combat. J'ai commencé du coup le jiu-jitsu brésilien en 2017 avec Christophe Savoca, qui a été le mec qui m'a remis au sport de combat. J'avais jamais pratiqué un haut niveau, je m'entraînais 1 à 2 fois par semaine. Je suis encore militaire. T'es encore militaire? C'est à Bayonne en 2017. Moi, j'arrête l'armée en mars 2019. Et je trouve un peu ce spirit incontrait, ce côté un peu le dépassement de soi, etc. Que je perdais un peu.
J'avais envie de retrouver ce côté guerrier aussi, abnégation, dureté, et la beauté aussi de partir d'un pied d'égalité l'un contre l'autre. Et j'essaie la boxe Anglaise? Ouais, non, pied-point, même pas un an après, à 6 feet, avec Johan Jacquemin et Christophe Cordier. En fait, moi, ce que j'aime, c'est le pugilat, quoi. C'est le sport originel. Fin 2018, enfin milieu 2018, j'essaie le MMA, ça me plaît. Je fais des combats, je fais un tournoi amateur, je le remporte. Là, et en finale, j'affronte un mec qui était déjà professionnel, un Espagnol. Et je me dis, bon, je passe à côté d'un truc si j'essaye pas d'en faire quelque chose de ce truc, parce que j'aime trop ça. Ce qui est marrant quand je prépare l'interview, c'est que je me dis, t'es l'emblème de... T'es fan des chevaliers. T'es fan de défendre La veuve et l'opprimé. l'orphelin. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ce Ouais. que tu dégages, c'est Ouais. tu protégeais tes frères. Là, t'es au sein des forces spéciales. En termes de Graal, tu vois, t'es un peu au max. Il a quitté ça, ce qui est un peu, quand t'es Ouais, gamin, ouais. t'as le drac au feu dans les mains, tu vois, c'est le truc, Ouais. pour aller sur un sport qui est interdit à l'époque en France et qui est une approche beaucoup plus individuelle et qui est plus pour soi, là où c'est quelqu'un de très collectif qui veut défendre les autres. Tu as un côté vraiment dans le 1 contre 1, dans le MMA, où c'est vraiment, pour moi, c'est pourquoi il y a autant d'engouement pour le MMA aujourd'hui. Pour moi, c'est le sport original. Aujourd'hui, on a rajouté des raquettes, des balles, tout ce que tu veux. Mais à la base, le sport, c'est qui est le meilleur des deux. Et à la base, c'était dans le sable, tu mettais deux bonhommes et c'était celui qui restait debout à la fin. Et on n'avait pas besoin d'autre chose. Et le MMA, ça revient un peu à ce côté basique. Et ce qui fait qu'en fait, tout le monde peut regarder et comprendre qui est en train de gagner un combat de MMA. On n'a pas besoin de t'expliquer de règles. Donc en fait, t'es vraiment tombé amoureux du sport. Ouais, de ce sport Parce et des valeurs qu'il y avait autour, quoi. Mais t'es tellement tombé amoureux que t'as quitté un truc de je Ouais, suis le chevalier des temps modernes. bien sûr, qui me passionnait, mais je me suis plus retrouvé dans ce sport. Quand t'annonces ça à ta famille, est-ce qu'ils sont déçus? Là où a été très fort, ont été forts mes parents, et notamment mon père, c'est qu'ils ont voulu faire le meilleur, entre guillemets, citoyen français possible, mais ils savent qu'ils ne leur appartiennent pas, quoi. Donc on a une autonomie et une indépendance de fou, Ah, c'est bien dit. et un amour de malade qu'on a eu dans la famille. J'ai grandi avec... et on est très famille, très très famille dans la famille, mais on a ce truc de... T'as envie d'y aller, vas-y, on y va à fond, on va au fond derrière toi, quoi. Mais c'est très juste ce que tu dis sur, encore une fois, toi et moi, on est des jeunes papas, mais je pense que c'est un truc qu'il faut retenir, c'est nos enfants ne nous appartiennent pas et il faut les accompagner dans ce qu'ils ressentent et les guider évidemment. Alors jusqu'à un certain âge, c'est vrai que quand ils sont tout petits, à un moment donné, arriver l'adolescence, justement, si tu veux pas te clasher avec ton enfant, il faut qu'il soit fier de sa famille, de ce qu'il est, de son histoire, mais qu'il ait envie de voler de ses propres ailes, quoi. Quand tu annonces à tes chefs que tu pars, est-ce que eux sont déçus? Est-ce que tu as du mal à l'annoncer? Oh, ils comprennent pas. Je pense qu'ils comprennent pas. Non, ils comprennent pas. Est-ce que tu annonces pourquoi tu pars? Ouais, j'annonce. J'annonce. Non, ils comprennent pas. Au début, ils comprennent pas. Ils comprennent que des années après. Mais après, c'est normal. Moi, je me mets à leur place, je comprends pas non plus. Après, comme c'est un régiment où tu as des personnalités fortes je pense que c'est un régiment où tu as beaucoup de loups et de chiens de berger. T'as pas beaucoup de moutons. Donc, il y en a, hein, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense que d'avoir envie de voler ailleurs et de ses propres ailes et de faire son truc, il est quand même compris. Mais après, ce projet-là en particulier, non, ils n'ont pas trop compris. Mais... Le sport est interdit en France. Financièrement, du coup, tu perds pas mal, parce qu'avant, tu avais une paye, tu avais un métier. Là, entre guillemets, tu n'en as plus, c'est interdit. Donc tu fais déjà un premier sacrifice. Est-ce qu'il y a d'autres sacrifices que tu fais de ce genre-là pour quitter, du coup, le monde militaire, pour rentrer dans le civil et essayer de lancer une carrière de combattant? Après, voilà, quand tu es célibataire, un peu chien de guerre, on va dire, c'est facile de faire des... C'est pas que c'est facile, mais oui, je fais des sacrifices financiers. C'est-à-dire que je bascule d'un appart à Bayonne à 20 mètres carrés dans Antony, à chambre étudiante, avec mes 900 € de chômage par mois, et mon premier combat pour 400 € pour 2 mois de préparation, à un salaire que j'avais qui était un peu au-dessus des 2000 € par mois, plus avec l'émission, tu étais mieux payé. J'étais pas non plus dans le confort, donc oui, Ouais. j'étais pas. Le sacrifice, c'est plus d'être dans les bouchons parisiens que d'être. Ça se voit, ça te C'est un saoule. sacrifice. Je t'avais dit de prendre des taxis moto. Mais non, après, voilà, oui, c'est un sacrifice financier, un sacrifice de géolocalisation.
Et Ah, tu après, quittes tes mais je potes le aussi savais, à Paris. oui, Tu bien connais sûr, personne? bien sûr. Bah, je connais personne à Paris, mais je sais que mon objectif, c'est de vivre de mon sport et que ça passe par des sacrifices. Et aujourd'hui, des sacrifices que je fais encore et qui sont nécessaires pour être le plus performant possible. Quand tu arrives à Paris, qu'est-ce que tu fais les soirs? T'as pas de potes? T'avais Hum, deux, trois connaissances. Ouais, j'avais des potes du lycée, j'avais deux, trois potes militaires, d'anciens potes, mais je les vois pas souvent. Moi, je les vois le samedi soir ou le vendredi soir. Et du coup, dans ta chambre, le soir, tu regardes des séries? Parce que là, Tu t'occupes, tu lis. Moi, j'aime bien lire. À cette époque-là, j'étais tout nouveau dans la MMA, donc je regardais aussi, j'étudiais un peu, regardais des combats. c'est une bonne époque, ça, dans tes souvenirs, là, le début? Ouais, 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 parce que c'est un chemin qui m'a mené à là où je suis aujourd'hui. Entre le moment où je quitte tout, je quitte l'armée et je rentre à l'UFC, il y a quand même un peu plus de 2 ans qui se passent. Ouais, donc tu as 2 ans là qui sont un peu lents en termes de croissance, parce que tu apprends un nouveau sport, tu es dans une nouvelle ville. La malchance qu'il y a, c'est qu'il y a le Covid qui ralentit un peu ma carrière. Heureusement, j'avais signé au Brave, qui est l'organisation du Prince du Bahreïn, qui, malgré le Covid, maintenait quand même des combats. Et je rencontre ma femme et j'aménage avec elle durant le Covid. Je suis obligé de faire une pause sur comment tu rencontres ta femme, Benoît. Alors, ma femme, je la rencontre via un ami. Et en fait, ma femme est dans la police et via un stage de parachutisme, on se rencontre. C'est lui qui a créé le lien? C'est lui qui a créé le lien. Mais c'était fait exprès? Ouais, c'était fait exprès et du coup, on se rencontre à un restaurant. En fait, on se rencontre en groupe de potes. Ça fonctionne bien et puis après, on s'écrit et on se revoit un peu Et plus ça tard. s'est fait très vite. Ouais, ça s'est fait assez rapidement parce que il y a eu le Covid qui nous a rapprochés. C'est-à-dire que ça C'est les faisait Covid, 6 ça mois marche. qu'on était ensemble et avec Ouais. le Covid, bah, ça a fait du coup qu'au bout de 6 mois, on a aménagé ensemble. Et à noter, on en parlait en off, que ta femme est détentrice de la Ligue des champions de futsal. Futsal, ouais, équipe de France futsal Ce qui est et une elle a dinguerie. joué donc à Toulouse à 11 avant de jouer après en futsal et ouais, elle a gagné en 2019 la Ligue des champions C'est ouf, avec la musique et tout, hein, c'est incroyable. iconique, la Ligue des champions en 2019 avec Toulouse. C'est incroyable. Ouah, À Nîmes d'ailleurs, là où je suis né. C'est beau. La finale était à Nîmes. Ouais. Tes enfants, ils vont avoir une pression. La maman, elle a gagné avec des champions de futsal et le papa est champion de MMA. Mhm. Oh, faut pas qu'ils Et finissent. c'était rigolo parce que elle m'a donné beaucoup de conseils en début de carrière sportive sur la diète, sur plein de choses, parce que elle c'était une ancienne sportive de haut niveau qui basculait en police et moi je pouvais lui donner des conseils au niveau sur le tir, sur plein de choses en police, sur 2-3 trucs de terrain. Parce que moi je basculais des forces spéciales à athlète et elle basculait Trop bien. d'athlète à agent. Elle a arrêté son travail ou elle le continue là? Aujourd'hui, on travaille ensemble. C'est ce que Et ouais. c'est elle qui fait 80% du boulot pour avoir pour me donner l'opportunité en fait de me donner à fond dans ma carrière et de pas me soucier de tout ce qui est partenariat financier. C'est vraiment elle qui gère Ok. les réseaux énormément aussi. On se partage la tâche, mais c'est elle qui gère la majorité. En plus d'être maman, donc c'est pas facile. Ouais, elle Double. fait beaucoup de choses. Elle Double me maman. rend doublement maman et elle Ta me vie, rend t'es- très fier. Ouais. Je te dis, t'as pas passé le cap de double. C'est une autre secte. Mais si, je pense, parce que lui, il y aura de l'écart quand même entre les deux. Il y a un truc qui est marrant parce que toi, tu dis que le seul truc que tu as peur, c'est de décevoir tes fans et ta famille. C'est assez ouf. Elle parlait justement de stress post-traumatique qu'elle a pu avoir, pas en lien avec son métier, mais avec ton métier de combattante. Ouais, Elle explique qu'elle a ressenti en voyant tes combats ouais, l'envie de plus revoir un combat, ouais, ça lui a mis quelques quelques temps avant. temps avant d'avoir envie de retourner dans une arène pour voir un de mes combats en direct, parce qu'effectivement, le combat contre Élisée qu'il avait marqué, le tout premier où je rentre, donc le fameux combattant qui est contrôlé positif quelques semaines après le combat, c'est un sport qui est dur, comme je dis, c'est le sport originel, c'est tu as une liberté d'action qui est incroyable et qui fait que, et puis voilà, ça reste, tu as de la percussion, des coups, des projections, c'est un sport qui est dur. Même moi, en tant que coach, parce que j'ai déjà coaché plusieurs fois, fait des coins, je trouve que coacher, quand tu es au bord de cage, que tu regardes un copain combattre, c'est beaucoup plus stressant et beaucoup plus impactant mentalement.
et moralement que quand tu combats. Quand tu combats, tu vis le truc. Moi, j'ai montré hier, quand je préparais l'émission, je regardais un peu des highlights de toi. C'était un peu pour gonfler ma testostérone, tu sais, du coup, grâce à toi. Et il y a ma meuf qui passe et elle fait genre, elle n'a jamais vu de combat MMA. Ce qui l'a plus impressionné, c'est la prise marteau, que tu vois pas en anglaise, en française et tout, Ah tu vois, oui. par exemple. Je pense que pour ta femme, ça doit être difficile. Et ma question, du coup, là-dessus, c'est est-ce que quand tes enfants auront l'âge de regarder, tu leur montreras des combats? Ou est-ce que si tu combats encore, ils viendront te voir? Je pense que c'est une question d'âge et de maturité. Je pense que jusqu'à qu'il ait 2 ans, tu peux l'amener parce qu'il comprend pas. Après, je pense que de 2 ans à, hum, à 12 ans, peut-être, je pense pas. Quand tu le vois derrière la télé, ça t'impacte moins, en positif comme en négatif. En plus, c'est une pression pour la maman aussi. Bah ouais. Avoir l'enfant à gérer dans un environnement comme ça, non, je pense pas. Je pense que c'est pas une bonne idée. Il y en a qui le font. Moi, je pense que de 2 ou de 3 ans à 10-12 ans, je pense pas que ma fille ou mon fils iront voir un de mes combats. Et si un de tes enfants te dit, je veux faire comme papa, je veux être combattant? Ça, moi, j'ai pas de problème avec ça, Ok. dans le sens où, au final, oui, c'est un sport qui est très engagé, mais là, ce que vous voyez, c'est la vitrine. Ah ouais, La clairement. vitrine de ce sport. Et au final, au MMA, il n'y a pas eu encore de mort. Hmm. En boxe anglaise, il y en a beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en MMA, comme tu dis, tu termines le mec, l'arbitre, il est là pour arrêter. Il n'y a Hmm. pas de comptage. C'est pas le mec qui fait des voyages au pays des rêves et il revient. Et en Hmm. fait, il a déjà une concussion, il reva au tapis et il se relève parce que le mec, il est dur. Et au final, pour le cerveau, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Le rugby, j'ai plein de copains qui sont en top 14, ils ont pris beaucoup plus de KO que moi. Moi, j'ai fait l'ascenseur réellement qu'une fois, c'est avec Poirier, dans des conditions particulières, et j'ai jamais perdu complètement connaissance. J'ai des copains en rugby, en top 14, qui ont perdu connaissance pendant des minutes. Ça n'a rien à voir. En réalité, si tu regardes la science qu'est-ce qui est impactant, des petites frappes, ou est-ce que c'est le gros coup que tu vois pas arriver et qui fait que le mec il est étendu par terre pendant des minutes? Est-ce que tu as une sensation que tu avais à l'armée, sur le terrain, un peu comme une drogue d'adrénaline et de moment T? Tu un truc où tu te sens très très vivant. Bah, il y a un truc qui est indescriptible parce que tu le ressens que je l'ai ressenti au France-Argentine, euh, je l'ai ressenti en 2006 quand on a battu le Brésil et quand on avait battu quelques autres équipes de fous. Je l'ai ressenti sur le France-Nouvelle-Zélande à Cardiff. Et j'ai eu le bonheur de le ressentir personnellement à l'UFC Paris 1 et celui-ci aussi, tout particulièrement. Le patriotisme, l'amour des siens. Et ouah, c'est un truc incroyable à vivre. C'est-à-dire que tu vis de ta passion, tu donnes le meilleur, tu fais une bonne prestation. Mais ça, je l'ai ressenti que dans les grands moments sportifs français. En fait, c'est plus ce côté-là, le grand moment sportif français. Et ça, je l'ai ressenti en tant que spectateur. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu le bonheur aussi de le ressentir En tant en tant qu'acteur. qu'acteur. Et là, sur cet UFC avec Nassour, je pense qu'on l'a ressenti tous les deux. Et à l'UFC Paris 1 et 2 aussi, ouah, c'était incroyable. Tu mets au même niveau des choses que tu vis en tant qu'acteur qu'en tant que spectateur. Ouais, parce que j'ai- c'est pour ça que t'aimes le sport. Moi, ces grands moments sportifs français. On est tous rassemblés là, peu importe qui on est en France, autour d'écrans géants dans des grandes villes là. Et puis tu vis le moment quoi, le moment T. C'est pour ça que du coup que tu as été vraiment effondré après ta défaite UFC Paris 2. Je sais pas, ouais, mais c'est un peu comme tu passes à côté d'un grand moment sportif. Ouais. Est-ce que tu travailles ton esprit aussi parce que tu es une machine? T'es une machine. Enfin, moi, je regarde en plus sur YouTube les trucs que tu fais et tout. Ah, ça fait peur. À chaque fois, après, je repasse à des trucs, genre, je repasse à des dessins animés pour enfants pour redescendre. Comment tu travailles ton esprit? Est-ce qu'il y a une manière de travailler? Est-ce que tu fais de la projection? Est-ce que tu travailles sur des choses spécifiques là-dessus ou pas? Alors Nicolas, lui, il aime beaucoup ça. Nicolas Haute, mon head coach actuel, il aime beaucoup la visualisation, donc il me demande de visualiser régulièrement. Chose que je fais, j'essaie de faire 2-3 fois par semaine à l'approche des combats. Et après, non, après, je pense que c'est l'entraînement au quotidien. Comme ton objectif, c'est de devenir meilleur au quotidien, tu intellectualises pas mal le sport. Parce que si tu vas t'entraîner pour t'entraîner, ça sert à rien. Tu vas t'entraîner dans le but de t'améliorer dans certains domaines. Donc, tu essaies de tirer leçon des enseignements que tu as appris de chaque entraînement. Quand tu te retrouves, est-ce que tu as des rituels un peu veille de combat ou matin d'un combat?
Est-ce que tu as ce truc-là où tu sens tout le poids de ce qui va se passer ou est-ce que tu es assez léger, c'est un peu comme d'hab? Non, je pense que c'est assez léger. Après, on a ce rituel de se retrouver avec ma femme après la pesée et avec la famille. Souvent le vendredi et le samedi, je le passe pas mal en famille. Et à partir de 16 h à peu près, je rentre dans ma bulle le samedi. Ok. Je reste avec l'équipe, après on rentre dans notre bulle. Il y a un truc moi qui me choque, c'est que tu es un des rares combattants top 10, top 15 qui est peu dans le trash talk. Là, sur la promo de ton combat, là, ton adversaire, il a beaucoup parlé. Toi, tu es resté très calme et tu répondais juste, bon, on verra à la fin du combat et tout. Ton style fait aussi que c'est même pas nécessaire. Le trash talk, moi je dirais que c'est quelque chose ça peut être un bonus pour quelqu'un qui est vraiment bon là-dedans, comme Conor. Conor, il avait et les finishes et le trash talk. Ou Cédric. Ce qui en a fait une très grande star. Cédric aussi, il a beaucoup de finishes et en plus il est trash talker, mais c'est un truc qui lui va bien, qui lui correspond. Le trash talk, c'est pas une nécessité, c'est un outil supplémentaire que tu peux avoir. Mais si tu penses pas le maîtriser ou que c'est pas un truc qui t'intéresse, je suis pas sûr que ce soit bon à prendre. Quand il y a un adversaire qui va parler justement, qui va trash talker sur ta famille, qui va dire ah, ta famille va pas te reconnaître, des trucs comme ça. Toi, ça te touche pas? Non, parce que c'est beaucoup de blabla, beaucoup de spectacles en réalité. Quand tu as été dans la vraie vie, que tu as vraiment travaillé, que tu as été en dehors du sport, tu sais que c'est quand même beaucoup de blabla. Ça me fait penser à une question justement. Il y a un pote à moi qui fait beaucoup de MMA. Il me disait, il y a des combattants MMA qui, je pense que c'est plus dur pour eux. C'est que toi, avant d'être combattant, tu as été militaire au sein des forces spéciales pendant 5 ans, donc 3 ans et demi sur le terrain. Toi, tu arrives sur le terrain, sur un ring, dans une cage, c'est beaucoup plus dur pour un lambda qui est juste, il a fait du jiu-jitsu, il a fait de la boxe. Non, je suis pas sûr. Parce que moi, j'ai plus peur, si jamais je suis combattant, si je te vois rentrer, j'ai beaucoup plus peur qu'un autre combattant. Ah ben clairement. Alors, c'est plus pour ce que je fais dans l'octogone. Si j'étais un clown dans l'octogone Oui. et que j'avais ce passif-là, ça changerait rien. Ouais, mais ça renforce un peu le passif. Parce qu'on sait... Oui, parce que quelque part, tu as un personnage aussi. Donc le mec, il sait que ça va être dur parce qu'il sait, ok, ce mec-là, il encaisse et c'est un finisseur, donc ça va pas être un... ça peut, si plus ça va durer, plus ça va être un Ouais, mais combat. t'as déjà vu la mort, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu la mort et qui combattent. Ouais, mais tu sais, tu as des mecs durs dans le MMA moderne, hein, enfin dans le MMA de top niveau. Tu sais, les Brésiliens que tu affrontes, c'est des mecs des favelles, ils ont vu plus de morts que moi. Hein. Le MMA, c'est un sport qui est dur. C'est comme la boxe anglaise, c'est un sport qui est dur. C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup tu as très peu de gens dans le confort qui deviennent champions dans ces disciplines-là, parce qu'il faut vraiment aimer le charbon, parce que c'est des sports qui sont durs, qui demandent beaucoup d'abnégation et beaucoup de dureté aussi, parce que tu peux être le meilleur au monde, des coups tu vas en prendre. Et si tu n'es pas préparé, c'est pas comme un match de foot, tu vas pas juste prendre des buts, tu vas te faire détruire. Donc du coup, c'est un sport qui est difficile. Tu regardes le top 15 de la catégorie, c'est des mecs qui ont des passifs et pas des enfances forcément faciles et qui ont des chemins de vie particuliers. Ma question philosophique, Benoît, est-ce que tu peux vivre sans violence? Oui, bien sûr. Sans engagement, non. Sans violence, bien entendu. Parce qu'il y a un côté un peu jouissif dans la violence maîtrisée, de libération. Alors, est-ce qu'un plaquage de rugby, c'est de la violence? Ouais. C'est de l'engagement. Tu connais le rugby, moi aussi je connais, il y a des plaquages qui sont très violents. Qui peuvent être violents, Ouais. mais un beau plaquage de rugby. Dans les jambes, en serré, le mec tombe magnifiquement. Alors je mettrais une différence entre le rugby peut-être et le football américain là-dessus. Mais tu sais, il y a des contacts au football américain qui sont d'une violence inouïe pour le cerveau par exemple, même s'il y a des casques. Est-ce que la lutte, c'est violent? La lutte olympique? Ah, tu retournes la question philosophique à moi, c'est beau ça, il a été média traîné. Est-ce que la lutte Non, olympique... même pas là, c'est juste ça me fait rigoler parce que... Mais tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a des... Enfin, oui, bah, il y a une certaine violence dans ces sports-là. Non, vivre sans engagement, non, mais vivre sans violence, bien entendu. Pour moi, la violence, c'est quand c'est pas maîtrisé et quand c'est pas consenti. Quand c'est pas consenti, que c'est pas maîtrisé. Est-ce que tu arrives à tout le temps, quand tu es à Paris dans les bouchons, tu as un mec qui klaxonne depuis une demi-heure, est-ce que tu as le truc qui monte parfois? Bah, comme tout le monde, oui. Wow, comment j'aimerais pas klaxonner ta Benoît dans ta voiture devant. Comme tout le monde, mais bon... Parce que toi, tu as une responsabilité, parce que tu n'as pas le droit en fait de t'énerver. En réalité, personne n'a le droit de s'énerver. Non, mais il y a des gens qui... Moi, Moi, j'ai plus le droit que toi, je te jure que si. Ouais, oui, mais si tu descends de la voiture, que tu bombes le mec derrière, Non, ça oui. se passe pas bien pour toi normalement, Non, clairement. dans tous les cas. Non, mais même de... Ça se passera encore moins bien pour moi, mais ça se passera pas bien pour toi non plus. Oui, je t'assure que ça se passera moins bien pour toi, Benoît, parce que moi, je me suis battu 3 fois, j'ai 3 défaites. Hein. Omar, si tu m'entends au collège, il m'a mis une rouste.
Est-ce que l'UFC, donc là, le MMA ou la ligue, le championnat dans lequel tu joues aujourd'hui, dans lequel tu combats, est-ce que ça a changé ta vie ou pas? Oui, parce que déjà, c'est un objectif. Surtout, c'est comme pour un joueur de foot, aller dans un club qui participe à la Champions League. C'est une compétition qui te donne envie quand même, je pense, que tu as envie de vivre. Malgré tout ce qui peut entourer un joueur de foot aujourd'hui, financièrement et médiatiquement parlant, je pense que il a toujours quand même son âme de gamin, d'avoir vu ces mecs jouer la Champions League et d'avoir envie de la gagner et de la jouer, quoi. C'est quoi l'objectif là? Bah, l'objectif, ça va être de gagner le prochain combat, de recombattre rapidement et de gagner. T'as combien de temps devant toi selon toi? C'est trop difficile à dire. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai encore envie, peut-être j'aurai plus envie, peut-être dans 2 ans, j'en sais rien. Mais actuellement, j'ai envie. Ouais. Là, aujourd'hui, j'ai envie. Et surtout, moi, je suis vraiment jeune dans ce sport et j'ai pas encore accompli grand-chose. Donc, enfin, grand-chose dans le sens, Ouais. il y a encore vraiment des choses à faire. Donc, Tu parles d'une ceinture? Bah, et forcément, devenir champion et encore améliorer mon ranking et devenir le meilleur combattant possible. Si je te dis à 40 ans, t'es où? À 40 ans, je pense que je serai à la retraite à 40 ans quand même. J'aurai la vie d'un père de famille de 40 ans, quoi. Ah, on va voir de quoi demain est fait. J'espère que tout se passera bien d'ici là. Tu crois au bonheur simple, comme ça, justement, où il n'y a pas de... Parce que tu as fait là, pour l'instant, ta vie, ça a été beaucoup d'adrénaline, beaucoup de défis, beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Tous les mots que tu donnes, les adjectifs, ils sont, Oui, ils sont chargés. Je pense que moi, je crois au bonheur. On dit souvent que le bonheur, il est inatteignable, mais moi, je crois au bonheur parce que je pense que je suis pas malheureux. Donc, à partir du moment où tu n'es pas malheureux, tu es heureux, quoi. Donc, non, en réalité, j'ai toutes les raisons d'être heureux. Benoît, est-ce que tu as un dernier mot à dire au Benoît avant de rejoindre l'armée? Trace ta route, hein. Fais ton chemin, lâche pas l'affaire. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Top. Parfait.